Performance économique en République démocratique du Congo, historique, impact et perspective du programme du FMI, le parc agro-industriel de Bukangalonzo, séparer les spéculations de la réalité. Est-il possible de faire renaître le parc agro-industriel de Bukangalonzo? Voilà le menu de notre magazine de ce jour, mesdames et messieurs, qui reçoit pour vous le professeur Jean-Baptiste Ntangoma Kushinganine, directeur de rédaction du revue Congo Challenge. C'est lui notre invité. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Merci beaucoup, prof, pour l'opportunité que vous accordez à notre magazine, surtout d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Congo Challenge, vous êtes directeur de rédaction. D'entrée des jeux, c'est quoi exactement pour les personnes qui nous suivent, qui ne savent pas, c'est quoi exactement? Merci Aimé pour la parole et pour l'invitation qu'il m'avait offerte. Congo Challenge, c'est plus qu'un bureau d'études, comme on dit. C'est un think tank, c'est-à-dire une boîte à idées. Et notre objectif, c'est de pouvoir communiquer, de pouvoir analyser les problèmes socio-économiques qui se présentent au niveau du pays, ou même au-delà des frontières, mais qui ont une relation directe avec l'évolution de la situation économique et politique du pays. Et donc, dans cette logique-là, nous produisons des études, des analyses, des commentaires. Nous faisons de la consultance dans cette orientation-là. Et c'est depuis combien de temps vous existez? Congo Challenge existe depuis 2017, mais comme on dit, la valeur de l'homme n'atteint pas le nombre d'années. Oui. Je pense que depuis 2017, depuis des contingences d'ordre politique, d'ordre économique, nous avons suffisamment de production. On a au moins 3 revues qui sont produites annuellement. Un bulletin mensuel qui est produit chaque mois. Donc nous sommes au 40e numéro. Nous avons un bulletin... En 3 ans d'existence déjà, 40e numéro. Parce que la production est mensuelle. Oui. Nous avons aussi notre revue, le bulletin académiciel, qui sort tous les 4 mois, que nous en avons 3 par an. Et sur les 2 dernières années, nous avons une production quasiment permanente. Et puis nous avons la revue Congo Challenge, qui est une revue de niveau scientifique, pour laquelle vous m'avez demandé d'échanger là-dessus. Professeur, que comptez-vous atteindre comme objectif avec toutes ces publications que vous publiez? Ces publications ont pour objectif principal d'occuper un vide qui existe au sein de la République, au niveau des publications, au niveau de la communication des informations objectives dans les domaines socio-économiques. Et c'est l'objectif principal. Et quand vous voyez la qualité des publications qui sont faites, les notes d'information, c'est toujours dans le sens des analyses, des commentaires, des discussions constructives, c'est-à-dire dans le sens d'accompagner le gouvernement, les décideurs politiques et économiques, d'accompagner l'élite de la nation dans la prise de décisions, de manière à ce que les décisions qui sont prises ne soient pas des décisions épidermiques, des décisions intempestives de type subjectif, mais plutôt des décisions qui sont basées sur des éléments objectifs, ce qui nous permet d'avancer de plein pied dans la réalisation des objectifs qui se sont assignés. Quelle est la particularité de Congo Challenge? Disons que Congo Challenge a toute une panoplie d'experts nationaux et internationaux qui travaillent avec le bureau, et nous sommes beaucoup plus spécialisés dans les domaines socio-économiques. Le gros sont des économistes ou de spécialistes en management public qui donc peuvent intervenir dans des domaines divers et donner des conseils avisés. Des conseils payants, c'est pas, vous n'allez pas donner des conseils gratuits? Si, on donne des conseils gratuits aussi, mais on ne peut pas vivre de la gratuité. Oui. Okay. Nous n'avons pas des thèses de doctorat pour la gratuité. On n'a pas étudié pour que ce soit des dons
à partir desquels nous allons vivre. Mais l'objectif n'est pas lucratif. L'objectif est d'abord de participer à la construction de la nation. Professeur, j'aimerais vous poser une question. Pour stabiliser les cadres macroéconomiques dans un pays, est-ce qu'il faudrait uniquement être en programme économique avec le FMI? Pas nécessairement. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui ne sont pas en programme avec le fonds et qui progressent. Tous les pays émergents ne sont pas en programme avec le Fonds monétaire. Les pays à revenus intermédiaires, comme le Kenya, beaucoup de pays de la Tanzanie, ne sont pas en programme avec le Fonds monétaire. L'Afrique du Sud, le Nigeria. Ils sont des pays qui avancent. Donc, si je comprends bien, on peut ou ne pas être en programme, mais on peut avancer. C'est juste une question de volonté dans un pays, des dirigeants. La volonté des dirigeants, je voulais dire. Bon, disons, ce n'est pas seulement la question de volonté des dirigeants, c'est aussi une question des conditions dans lesquelles se passe le pays. Oui. Si le pays se trouve dans une situation telle que les dirigeants ne sont plus en mesure d'assurer une stabilité macroéconomique durable et que les finances publiques sont dans une situation telle qu'il n'y a pas moyen de continuer à vivre, sinon ils vont déclarer la faillite. Okay. Et les autorités peuvent, faire recours. Si le pays est membre du Fonds monétaire, oui, solliciter l'appui du Fonds monétaire. Et c'est le cas de beaucoup de pays à revenus faibles, comme la RDC. Et comment est-ce que toute assistance du FMI est susceptible d'affecter indirectement le profil de croissance économique du pays bénéficiaire? Bon, vous avez pu peut-être d'abord dire comment est-ce que le profil de croissance du pays peut être affecté directement. Parce que c'est la partie positive. Si vous êtes affecté indirectement, c'est la partie négative. La partie positive, c'est que si un pays sollicite l'assistance du Fonds monétaire international, cela veut dire que son économie est malade. Et donc il a besoin des appuis importants en termes budgétaires, en termes d'appui à la banque des paiements, pour lui permettre de retrouver un peu de souffle et repartir. Donc le Fonds monétaire, c'est un médecin. Et le malade sollicite le médecin pour un diagnostic précis. Et sur base de ce diagnostic, le Fonds monétaire prodigue des conseils au pays. Si le pays met en application de façon efficiente ces recommandations du Fonds monétaire, il n'y a pas de raison que la situation ne s'améliore pas et que le malade quitte son statut de malade pour devenir sain. Il y a des pays qui ont fait cette application. Par contre, on constate qu'il y a beaucoup de pays qui font appel au Fonds monétaire. Au lieu que les effets soient positifs, les effets deviennent négatifs à cause effectivement du fait que ce sont les canaux indirects qui ont été utilisés. Et ces canaux indirects, c'est à travers deux cas précis, le cas de l'aléa moral ou le cas du syndrome hollandais. Le cas de l'aléa moral, cela veut dire que les pays considèrent comme c'était une assurance le fait de faire venir le Fonds monétaire. Et la mise en œuvre des politiques, des réformes, des stratégies pour pouvoir remonter la pente sont telles que les pays, au lieu de les appliquer de façon efficiente, deviennent relativement laxistes. Et au lieu d'aboutir à des résultats positifs, on aboutit à des résultats négatifs. Et c'est ce qu'on constate pour la plupart des pays. La question est-ce qu'il y a une sorte de malédiction pour certains pays de tomber dans ces canaux indirects où les effets deviennent négatifs plutôt que pour d'autres? Le papier qui est publié dans la revue Congo Challenge sur le Fonds monétaire donne un point de vue en disant non. D'abord, lorsque les effets sont négatifs, les effets de la présence de programmes du Fonds monétaire sur un pays sont négatifs, ce n'est pas la faute du Fonds monétaire international. C'est la faute du pays. C'est la faute des gouvernants du pays. Pour quelle raison? Le papier fait avancer des arguments. Donc, en sus de ce que je viens d'expliquer, deux arguments disent non, deux arguments portent sur le déficit de leadership et de bonne gouvernance. Ce papier montre que si les dirigeants de ce pays n'avaient pas de déficit de leadership et de bonne gouvernance, on ne serait pas tombé dans les cas où les canaux indirects prédominent les canaux directs.
Ok, professeur, y a-t-il au monde aujourd'hui un pays qui a, avec le programme, pu développer cette nation? Il y en a, ça existe? Un pays développé grâce au fonds du FMI, ça existe? À ma connaissance, non. Ça n'existait pas. Dans la plupart des études qui ont été faites sur le programme avec le Fonds monétaire, dans beaucoup de pays avec le Fonds monétaire, montrent que la plupart des résultats sont mitigés. Donc ça nous ramène à la conclusion que nous venons de dire. Ce qui veut dire que si vous voulez vous développer, il ne faut pas aller chercher la main au Fonds monétaire international ou auprès des institutions internationales. Il faut par contre travailler à l'interne, avec des mesures internes, des politiques internes. Avec une certaine discipline. Rigueur, dans la gestion des finances publiques. Okay? Une bonne vision, des objectifs précis. Et vous avancez pas à pas. C'est ce qu'a fait. Il n'y a aucun pays qui s'est développé sur base de l'assistance du Fonds monétaire ou de la Banque mondiale. Il n'y en a aucun, on n'en connaît pas. Professeur, pouvez-vous nous parler brièvement de l'historique et des perspectives du FMI? Je ne sais pas si je connais très bien tout ça. Okay. Je sais que le Fonds monétaire était qu'en 1944, donc, après la Deuxième Guerre mondiale, et que l'objectif du Fonds donc, était de porter assistance aux pays qui étaient en difficulté. Et le Fonds monétaire se préoccupe essentiellement des questions macroéconomiques. Parce que le Fonds monétaire a sa sœur jumelle, qui est la Banque mondiale, qui s'occupe beaucoup plus des problèmes de long terme, donc, et des développements. Et c'est comme ça que chaque fois, lorsque vous êtes en programme avec le Fonds monétaire, à côté du Fonds, il y a généralement aussi l'assistance de la Banque mondiale. Et en ce qui concerne la RDC, par exemple, bon, nous avons plus d'une dizaine de programmes qu'on a eu avec le Fonds monétaire. La RDC est tenté un programme avec le Fonds monétaire pour la première fois, je crois, ça doit être en juin 1967. Okay. Et depuis, on a eu une série de programmes, et aucun des programmes qu'on a avec le Fonds monétaire n'est jamais arrivé à terme. C'est peut-être ça la malheureuse conclusion qu'on peut voir sur cette. Donc, sur l'ensemble de tous ces programmes, chaque fois, la RDC ne parvient pas à clôturer de façon satisfaisante le programme. Qu'est-ce qui est à la base de ça? C'est ce que nous venons de dire. À chaque fois, nous pensons qu'il y a un déficit de leadership et de gouvernance au niveau du pays qui fait qu'on n'arrive pas. Je vous donne l'avant-dernière en date, c'est le programme qu'on a eu de 2009 à 2012. On arrive en 2012 où on devait passer à la fin de la conclusion du programme et pour un critère indicatif. C'était une question de gouvernance dans le secteur des ressources naturelles. Le Fonds monétaire a dû suspendre le programme, alors que tous les critères étaient ouverts. Tous les critères, sans exception, étaient ouverts. Et donc c'est une sorte de déception pour le pays, mais l'élément qui a fait déclencher la suspension du programme, c'est une question qui portait sur la bonne gouvernance. Donc, vous voyez qu'on revient sur ces binômes importants, leadership, gouvernance, que nous considérons comme étant quelque chose d'important, surtout actuellement, pour pouvoir conduire le pays vers les sommets de la croissance et du développement. Merci beaucoup, professeur Jean-Baptiste. Maintenant, nous allons un peu changer les chapitres pour parler du parc agro-industriel de Bukangalonzo, à moins que vous ayez peut-être quelque chose d'autre d'ajouter dans le cadre du FMI avant que nous puissions changer les chapitres. Bon, peut-être ajouter pour dire que je pense qu'on a vu, comme on disait, que le Fonds monétaire, le programme du Fonds monétaire, c'est un programme qui est relativement important qu'un peu des pays, à certaines étapes de l'évolution économique. On a l'exemple actuellement que si on n'était pas en programme avec le Fonds monétaire, par exemple, on aurait connu, à l'heure où je vous parle, une situation catastrophique. Imaginez qu'en janvier 2019, on avait de réserves internationales de change de l'ordre de 1 milliard, je crois, 90 millions de dollars, alors qu'à la même période, en 2018, on était à 660 millions de dollars. Et lorsqu'on rentre en programme avec le Fonds monétaire, donc avec les appuis
que le Fonds monétaire nous a donné, ça nous a permis d'avoir des appuis budgétaires et donc de soulager substantiellement les finances publiques, avec des déficits qui deviennent relativement chroniques au cours de ces 2 dernières années. Et n'eût été la présence du Fonds monétaire, par exemple, le taux de change aurait certainement grimpé au-delà de 2200, 2300 dollars, 2300 francs congolais le dollar. Et donc c'est quand même une bonne chose, la présence du fonds et son appui qu'il a pu réaliser en faveur du gouvernement. Professeur, parce que vous parlez du taux d'échange, il y a une question qui me vient à l'esprit. Que faut-il faire aujourd'hui pour maintenir le taux du franc congolais? Nous avons constaté à l'époque du Premier ministre Matata, les taux étaient stables. On parlait du cadre macroéconomique, les gens ne comprenaient pas, les gens ignoraient, mais aujourd'hui, les gens ont compris c'était quoi les cadres macroéconomiques. Bon, vous savez que c'est comme ça qu'on dit qu'on apprend chaque jour. Oui. Il y a des points sur lesquels les gens ne sont toujours pas d'accord. Ou quand ils ne comprennent pas, ils donnent un avis tout à fait contraire, même déplacé. Lorsqu'on parlait de la stabilité du cadre macroéconomique, on considérait que c'était une sorte de... Une chanson, un refrain qu'on mettait pour pouvoir amuser la galerie. Il a fallu que Matata ne soit plus là et qu'on se rende compte que nul n'est prophète chez soi. La dépréciation du taux de change, la solution, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de solutions. Comme on disait, quand vous allez constater un médecin, il vous prescrit un médicament contre la maladie. Si vous ne prenez pas ces médicaments-là, la maladie ne va pas guérir. Vous vous rendez compte, par exemple, que la fois passée, on m'a dit que l'origine de la dépréciation de la monnaie actuellement, l'origine est monétaire. Ça veut dire que c'est le fait du financement monétaire du déficit public. Donc, la meilleure solution pour régler le problème de stabilité du taux de change, c'est de supprimer le financement monétaire du déficit. C'est de supprimer le déficit des finances publiques. Vous avez vu qu'à un moment donné, la Banque centrale a cherché à intervenir pour réduire de façon, je peux dire... Injecter des devises. La Banque centrale a injecté 25 millions de dollars. Mais concomitamment à cela, il a aussi injecté 15 milliards de francs congolais pour le paiement des frais de fonctionnement et tout. Mais les 15 milliards ont annihilé les effets de 25 milliards. Conséquence, le taux de change est remonté à 2000. Donc pour dire que on ne peut pas... il faut donner le bon remède par rapport au diagnostic du médecin. Merci beaucoup, prof. Nous allons maintenant changer de chapitre pour parler du parc agro-industriel des Bukangalonzo qui fait couler beaucoup d'encre et des salives sur la toile. Le Premier ministre Ilunkamba a même effectué une visite hier sur les sites. Quelle est votre lecture, professeur, par rapport à tout ce qui est en train de se dire aujourd'hui par rapport à l'arrêt des travaux, l'arrêt des productions dans le parc agro-industriel des Bukangalonzo? Pour répondre à votre question, il y a 2 points liminaires. Le premier, c'est que notre interview est de type apolitique. Oui. Donc, je vous réponds de façon apolitique, plus ou moins technique. Exactement. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo, ce n'est pas un projet de Matata, c'est un projet du gouvernement. C'était un projet du gouvernement. Le projet a très bien fonctionné pendant le gouvernement Matata, jusqu'en 2016. Et les effets sont là, la population qui nous a même consommé le maïs qui provenait de là. Après 2016, le gouvernement décide d'arrêter de financer le projet. Qu'est-ce qui se passe? Les projets s'arrêtent. C'est inévitable. Parce que le projet des parcs agro-industriels de Bukangalonzo a été conçu pour être arrivé à sa phase de croisière après 10 ans, sur les 10 ans. Okay. On était à peine à 2 ans. 3e année pour qu'on l'arrête. Donc, on n'a pas encore pris sa phase d'autonomie financière et autres.
Donc, si je vous comprends bien, professeur, pendant tous ces 10 ans, le gouvernement devrait financer jusqu'à ce que les parcs aient son autonomie pour commencer maintenant à reproduire, pour que le gouvernement bénéficie de ce qu'il a dépensé. Non, pas exactement. Le projet, c'est un projet du gouvernement, ce n'est pas un projet des particuliers et autres. C'est un projet d'intégration nationale. C'est un projet de développement qui est basé sur l'agriculture. Ce n'est pas un projet financier. Et ce projet-là devait générer plusieurs activités. C'est un projet qui est aligné sur la chaîne des valeurs. Donc il y aurait plus de peut-être 1000 entreprises qui se seraient créées à partir de Bukangalonzo. Parce que ça embrasse des activités de production, des activités de commercialisation, des activités d'exploitation, même du site. Parce que le site de Bukangalonzo, comme on dit, c'est 80 000 hectares. C'est 7 fois la ville de Paris. C'est plus ou moins 2 fois Shenzhen, en Chine. Donc, c'est pas simplement une exploitation agricole. C'est une ville qu'on voulait créer, avec tout ce qu'il y a comme aménagement. Okay? Ce qui veut dire qu'il y a de l'espace arable, il y a de l'espace destiné aux aménagements des infrastructures, il y a des espaces destinés à la construction des écoles, des centres hospitaliers. Et donc, le passage, pour répondre à votre question, le passage du Premier ministre à Bukangalonzo est un signe que la continuité de l'État devait être le maître mot pour développer la RDC. Parce que le projet Bukangalonzo, c'est comme une course de relais. Lorsque vous suivez la Coupe du Monde d'athlétisme, par exemple, on a les 4 fois 100 mètres relais. Il y a un premier joueur, athlète, qui se présente sur la ligne de départ. Il doit courir pour faire les 100 mètres. Et arrivé vers les 100, il doit donner le flambeau à une autre personne qui doit continuer à courir. Et Matata est arrivé, il était le premier. Il lance le projet. Sur la ligne de départ. Sur la ligne de départ. Oui. Il court. Et il arrive à ces niveaux ici. Le président Kabila lui dit non, maintenant, il faut passer le relais à quelqu'un d'autre. Il donne le flambeau à Badibang. Donc, il devait continuer pour aller donner ça à Tchibala. Tchibala devait continuer pour donner ça à Ilunga Ilunkamba. Et si le projet avait continué aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on ne serait pas en train de regretter. La flambée des prix des produits alimentaires serait suffisamment maîtrisée, par exemple. Malgré le fait que vous avez pu réunir pour séparer les mythes et la réalité après consultation des acteurs du dit projet, la réalité est qu'il n'y a rien sur terrain aujourd'hui, professeur. Mais ça, ce n'est plus le problème. Nous avons répondu à une question. Il y a eu, pendant plus de 3 ans, des informations totalement erronées, des rumeurs, des désinformations même sur le projet Bukangalonzo. L'objectif du papier, comme j'ai dit, le rôle du Congo Challenge, entre autres, c'est de pouvoir informer, donner la bonne information pour des analyses objectives. Pendant 2 mois, un des chercheurs a voulu savoir quelle est la réalité de cette question de Bukangalonzo. Pourquoi les gens s'acharnent tant sur un projet qui était censé pas nous diviser. On s'acharne sur une personne, pas sur le projet. Parce qu'on doit se le dire, professeur, c'est le nom de Matata Ponyo qui est cité. Voilà. Et donc, c'est le nom de Matata Ponyo comme Premier ministre qui est cité. De l'époque, oui. Comme si c'est le Premier ministre qui gère les projets, mais pas le nom ni le contenu du projet. Et c'est comme ça que le papier donne la lumière sur aussi bien la genèse, la logique conceptuelle.
Et comme toute la population n'a pas accès à lire ces papiers et ces documents, Congo Challenge, où vous avez pratiquement tout repris ici, qui gérait réellement ce parc agro-industriel? Le Premier ministre a lancé, il a donné le go, le chef de l'État, oui, il était là, mais c'était le Premier ministre, Matata Ponyo, mais qui gérait au quotidien le parc agro-industriel de Bukangalonzo, pour que nous puissions en arriver aujourd'hui à l'arrêt de la production? Dans le projet Bukangalonzo, il y avait un consortium d'entreprises qui avait été recruté selon les normes de marché public de la RDC. C'est Africom. Et ce consortium a fonctionné normalement. Parce que le consortium a fonctionné normalement et c'était en partenariat public-privé, c'est-à-dire avec l'État. Okay? Donc l'État devait amener une part des fonds pour lancer la machine, pour faire l'aménagement du territoire, de l'espace. C'est comme ça que dans un premier temps, l'État a déboursé des fonds. OK? Parce qu'après, l'État n'allait pas financer, n'allait plus débourser. L'entreprise allait de soi-même se poursuivre. Se prendre en charge. Se prendre en charge. Parce qu'elle allait générer des revenus. OK? Et alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le projet arrive à sa deuxième phase importante, où maintenant, l'État ayant commencé la phase d'aménagement, la phase étant avancée, on devait passer à la deuxième phase d'exploitation, proprement dite, du site. À cette phase-là, il fallait éclater les consortiums en 3 entreprises différentes. Okay. L'entreprise qui sera chargée de l'aménagement, il y a possible l'aménagement du territoire. Okay. L'entreprise qui va charger de l'exploitation de l'espace. Okay. Et le marché international de Kinshasa, qui devait être le marché de gros, de la production qui proviendrait à Bukangalonzo pour être écoulée. Et donc qui arriverait sur ce marché et qui allait maintenant être écoulé sur Kinshasa, sur les autres provinces et exporté. Et donc en ce moment-là, le Premier ministre Matata écrit une lettre au ministre des Finances de l'époque en lui disant, voilà, nous allons entamer une phase importante. Je vous demande de faire un audit de Bukangalonzo pour nous rassurer que le projet est sur la bonne voie, conformément au business plan qui a été élaboré à cet effet. Le rapport qu'Africom a fait? Non, ça c'est les rapports d'audit. Ah, les rapports d'audit, ok. L'audit n'est pas été fait par l'entreprise qui oui, ok. C'est comme ça qu'on va, le ministre des Finances va organiser l'opération, ok. Et puis on va recruter les cabinets d'audit international au Ernst & Young pour faire l'audit. Et à ce niveau, professeur, j'aimerais savoir que si nous suivons vraiment vos explications, ça démontre la vérité, qu'on cherche à imputer gratuitement au Premier ministre honoraire Matata Ponyo, Augustin, que je salue en passant. C'est à quel niveau il y a eu blocage? Le blocage, c'est au niveau du rapport d'audit d'abord, qui a été comme l'alibi pour faire bloquer le projet. Okay. Lorsque Ernst & Young travaille, fait son rapport, Ernst & Young produit son rapport provisoire et il le soumet au ministère des Finances, au cabinet du ministre des Finances. Dans ce rapport provisoire, la conclusion qui est faite dedans est que le projet est insatisfaisant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? S'il dit que le projet est insatisfaisant, pour le ministre des Finances, donc ça ne servait à rien de continuer le projet. C'est ce que nous lisons comme conclusion. Parce qu'après, le ministre des Finances ne va plus financer, débloquer les fonds qui restent pour continuer. Et c'est ça qui va expliquer l'arrêt des travaux. Mais alors, okay, lorsque ce rapport provisoire est produit, qu'est-ce qui se passe? Comme nous parlons des rumeurs, nous parlons de la désinformation, on va faire fuiter quelques pages de ce rapport dans la presse. En bon? Bien avant même que le rapport soit publié. C'est un rapport provisoire. Okay. On l'a fait fuiter dans la presse. Deuxièmement,
Ernest Ndiang avait commis une erreur. Parce que lorsque on fait un audit, la structure qui a fait l'audit, le cabinet qui a fait l'audit, doit soumettre son rapport provisoire à l'entreprise qui a été auditée, pour que l'entreprise réagisse au rapport d'audit. Mais qu'est-ce qui s'est passé malheureusement? Que pour les cas d'espèce, d'abord, ce rapport provisoire n'a pas été transmis à Africom, qui a été audité. Deuxièmement, une partie de l'équipe d'Ernest Ndiang, qui était chargée d'aller voir l'exécution physique des travaux de Bukangalonzo, cette équipe-là était encore sur le terrain à Bukangalonzo. Donc, les contenus du rapport de cette équipe-là ne figuraient même pas dans le rapport provisoire. Deuxième élément qui avait fait fâcher, par exemple, Africom, c'est que la composition de l'équipe d'Ernest Ndiang, qui a fait l'audit, dans la composition avec des financiers, des gens de type financier économique. Alors que le projet Bukangalonzo, c'est un projet multisectoriel. Il est d'abord essentiellement agricole. Donc il veut y avoir des gens qui sont en mesure d'évaluer le projet de façon consistante. Donc il y avait un biais même dans la composition de l'équipe. C'est à ce qu'on devait s'attendre. Africom a réagi en disant mais non, là, vous m'avez imputé des erreurs, des choses que moi je... Par exemple, on a dit que non, il y avait des tournements de fonds dedans. On a dit mais non. Voici les documents. Voici les documents. Et si vous ne changez pas votre rapport, je vais vous traduire en justice. Donc c'était arrivé jusqu'à ce point-là. Ah, ils sont arrivés jusqu'à ce point. Alors, en ce moment-là, Ernest Ndiang, c'est quand même un cabinet sérieux. Il a compris qu'il y avait une erreur ou peut-être une manipulation quelque part. Okay. Ernest Ndiang a repris l'audit selon les us et les coutumes. Et les rapports provisoires et les rapports définitifs ont été produits, qui dit que le projet se porte bien et qu'il n'y a pas eu de détournement. Mais, vous permettez, malheureusement, par la même procédure de l'acte contraire, les rapports définitifs n'ont pas été produits, n'a plus été communiqué comme il fallait. Et donc, les gens ont gardé l'idée que le projet, c'est une histoire bidon. Deux, qu'il y a eu détournement des fonds. Et comme pour noyer son chien, on l'accuse de rage, on refait tomber tout ça sur la tête de Matata. Comme si Matata était là, comme si c'était Matata Africom, comme si c'était Matata, le ministère des Finances. Professeur Jean-Baptiste, comment pouvez-vous répondre à ceux qui disent que le projet Bukangalonzo, c'était un éléphant blanc? Je peux dire que c'est certainement par rapport à leur ignorance. Vous savez, les gens se permettent de faire des commentaires sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Et malheureusement, nous avons cette maladie maintenant. J'ai vu des gens en train de faire des commentaires en disant que Bukangalonzo, c'est un parc agricole. Bukangalonzo, ça n'est rien d'un parc agricole. Donc vous voyez déjà, des gens qui n'ont même jamais lu une seule ligne du projet Bukangalonzo. Mais quand ils font des commentaires, vous avez l'impression qu'ils sont des spécialistes. Non, ils se contentent des informations qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ce n'est pas la meilleure source d'information. C'est la meilleure source de désinformation. On sait où se trouve l'information sur Bukangalonzo, il faut aller la chercher. Allez là où se trouvent les gens qui ont géré. Allez au ministère de l'Agriculture. Demandez le projet Bukangalonzo. Allez au bureau central de coordination, BCECO, oui, qui était le maître d'ouvrage délégué. Ah, le BCECO a des éléments. Bien sûr. Donc, il va vous donner des éléments de projet. Au lieu de, spéculer sur l'information, la bonne, elle existe. Donc, il ne faut pas aller chercher midi à 14h. C'est pourquoi je vois que Congo Challenge a consacré plusieurs pages dans le dernier numéro de votre revue
pour parler de Boukangalonzo? Je pense plutôt que la population a soif de connaître la vérité. Et il fallait qu'on lui donne la vérité. Et je pense que depuis que nous avons publié cette revue, ces numéros de la revue, que nous avons publié cet article-là, vous vous rendez compte que sur les réseaux sociaux, il y a quand même une sorte d'accalmie. Parce que beaucoup de gens qui faisaient des critiques sans avoir la bonne information, qui étaient mal informés, ont finalement compris. Okay. On ne tient pas compte de ceux qui sont animés de mauvaise foi. Oui. Mais les gens animés de bonne foi, ils n'ont qu'à lire le document. C'est écrit, nous, c'est écrit. Nous, ce n'est pas des choses qui sont parlées comme ça. Donc, ça dit que c'est vérifiable. Une réalité. C'est vérifiable. C'est un article scientifique. Donc, vous pouvez le prendre, vous regardez, vous allez vérifier. Si l'information qui est dedans est fausse, oui, vous pouvez nous écrire. Pour contredire. Contredire. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes pratiquement arrivés presque à la fin, mais en 2 minutes, que pouvons-nous retenir du projet Boukangalonzo et que pouvons-nous faire pour relancer et faire renaître le parc agro-industriel de Boukangalonzo? Merci pour cette conclusion. En tant que technicien, en tant que technocrate, en tant que patriote, le projet Boukangalonzo était un projet intégrateur. C'était un de 22 parcs agro-industriels qui étaient planifiés dans le programme national du gouvernement, de manière à faire un émaillage de pôles de croissance sur toute l'étendue de la République. Et ce projet nous permettait de mettre en avant les slogans agriculture, priorité des priorités. La conception de ces projets a duré à peu près 2 ans. Et les études sont des études fouillées, aussi bien des études de sol que d'autres études. Et donc, tout ce qui est resté, c'était la mise en application. Mais ce projet a connu un problème parce qu'il permettait de résoudre un problème d'ordre national, mais qui nuisait aux intérêts financiers de certains opérateurs économiques. Parce que nous importons par an entre 1,5 milliard et 2 milliards de dollars de produits alimentaires. Et si Boukangalonzo fonctionne ça va baisser de manière efficiente, cet argent-là qui sort du pays va rester. Ceux-là qui font de l'import-export, qui font de l'importation de produits alimentaires, les gros vont perdre cet argent. C'est pour ça, entre autres, que ce projet a été combattu. S'il y a un projet pour lequel on peut conseiller le gouvernement de vite commencer et réaliser, je vous dirais c'est le projet Boukangalonzo. Parce qu'il vous permet non seulement de nourrir la population, de créer des emplois, mais aussi de subvenir à plusieurs autres problèmes, solutions, et notamment l'accroissement des réserves internationales de la République. Merci beaucoup, professeur Jean-Baptiste Ntangoma Kushinganine. Vous êtes directeur de rédaction du Revue Congo Challenge. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À vous également, chers téléspectateurs, nous vous disons infiniment merci d'avoir suivi cette émission. Le coronavirus est encore avec nous. Respectons les gestes barrières. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec un autre invité pour parler d'autres choses. Au revoir et à la prochaine.